À 8h46, l'instant écho, c'est avec Thibaut de Barcy. Bonjour Thibaut. Bonjour. Thibaut est une chronique essentielle que j'attends depuis quelques jours pour faire le point, parce qu'on se demande toujours, avec toutes ces sanctions, on parle évidemment beaucoup du débranchement de certaines banques du système SWIFT. Oui. Mais quel est l'impact aujourd'hui de toutes ces sanctions sur l'économie russe et sur l'économie ukrainienne? Et c'est vous qui vous y collez. Alors on va faire un tour d'horizon. D'abord par rapport à SWIFT, donc on a parlé des alternatives. Alors il y a une alternative en Russie, mais il faut savoir qu'elle ne concerne que les banques russes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle avait démarré justement le lendemain de l'invasion de la Crimée. Donc ça a été en fait préparé depuis un certain temps. On parle aussi d'un SWIFT chinois. C'est une alternative, ça, pour les banques russes? Alors, il s'appelle le CIPS. Alors, il faut savoir que c'est un système qui, en fait, d'abord ne fonctionne que pour la monnaie chinoise et pour les transactions internationales. Il repose sur SWIFT. Donc, ça, c'est une première limitation. Deuxième aspect, c'est qu'au niveau technique, c'est un système qui est plutôt pendant les heures de bureau, alors que SWIFT, c'est en permanence. Et alors, au niveau de la bande passante, ça n'a absolument rien à voir. Donc, on ne joue pas vraiment dans la même catégorie. Ouais, et pour les cartes de crédit, on connaît en fait l'impact de la suspension de Mastercard, de Visa? Oui, et la surprise, en fait, c'est à peu près 2 fois ce qui était attendu par rapport à la taille de la population russe. Donc, en fait, les impacts, c'est de l'ordre de 4% du revenu mondial chez Visa et Mastercard et de l'ordre de 1 à 2% pour l'Ukraine. Mais en fait, au-delà de ce coût à court terme, c'est sans doute surtout un problème par rapport au potentiel que ces marchés et éventuellement d'autres pays qui seraient un jour soumis à des sanctions américaines pourraient représenter. Donc ça veut dire que ça coûte plus à Visa Mastercard qu'à la Russie, finalement, cette sanction en particulier? Ah non, de toute façon, les problèmes sont tout à fait, partagés. Mais ici, la question, c'était de dire finalement, c'est pas à Visa Mastercard qu'on a dit qu'ils pouvaient pas faire du business avec la Russie, mais du fait qu'on interdit le business avec certaines banques, et du coup, on est obligé de subir. Voilà, exactement. Mais pour ce qui est des cartes de crédit, là aussi, on parle d'une alternative chinoise que serait UnionPay. Voilà, UnionPay, c'est la carte de crédit en Chine, 170 millions de clients, acceptés dans 180 pays dans le monde. Alors là aussi, juste après l'invasion de la Crimée, certaines banques russes, dont Gazprom Bank, avaient commencé à la proposer, en particulier avec la carte Mir, qui elle est la carte de crédit russe, qui elle a 100 millions de clients. Intéressant. 80% des distributeurs de billets en Russie acceptent la carte UnionPay chinoise. Donc le système SWIFT chinois, pas hyper intéressant pour la Russie, mais la carte Visa chinoise, là par contre, vous dites il y a moyen que plusieurs Russes... Alors, il y a moyen, mais aujourd'hui, il n'y a que 4 millions de cartes UnionPay distribuées en Russie, donc ça c'est relativement peu. Et puis surtout, il faut comprendre que la stratégie de UnionPay, il ne s'en cache pas, c'est surtout d'être accepté partout dans le monde, en particulier aux États-Unis et en Europe. Pourquoi? Parce que ça sert les intérêts des touristes chinois qui voyagent ou des acheteurs chinois qui veulent acheter en ligne sur les sites américains. Et donc là, à l'instar de ce dont on discute de manière générale sur la politique, il n'est pas du tout sûr que les Chinois vont offrir aux Russes de les aider pleinement, parce que tout simplement, leur intérêt à eux, c'est leur intérêt commercial. Au risque de se mettre à dos, évidemment, les clients numéro 1. Exactement. Oui, et puis il y a d'autres types d'entreprises aussi, celles de transfert, d'envoi d'argent, comme Western Union, par exemple? Exactement. Donc là, il faut savoir qu'avec la Russie, donc comme d'autres, Western Union, Wise, Remitly, etc., ils ont arrêté les transferts avec la Russie. Par contre, ça continue de fonctionner avec l'Ukraine. D'ailleurs, ils ont même réduit, la plupart d'entre eux, les frais de change et parfois limité les montants. Le problème, c'est un peu comme au moment de la guerre en Afghanistan, c'est la remise du cash sur place, parce qu'évidemment, s'il n'y a plus de point de vente, qu'il n'y a plus de cash, eh bien, l'argent reste un peu en suspens dans les systèmes. Tiens, et les transferts crypto, ils continuent à fonctionner? Oui, alors les transferts crypto, d'abord, il faut savoir, du point de vue russe, alors les plateformes d'échange n'acceptent plus les apports de fonds venant des banques russes sanctionnées. Par contre, on peut encore envoyer de la crypto en Ukraine, mais c'est très clair que c'est plutôt une solution d'urgence pour les particuliers, ou même pour l'aide d'urgence en Ukraine. C'est pas tout de suite qu'on peut dire que l'ensemble du commerce, à la fois en Russie ou en Ukraine, pourrait être servi par les cryptos, parce que la liquidité et les infrastructures ne sont pas là. Ok, donc concrètement, si on vous entend bien, les Russes pourraient, sur du long terme, trouver des alternatives, les créer. À court terme, ça va être un peu compliqué de trouver autre chose, par exemple, que Visa ou Mastercard. Et des alliances potentielles avec la Chine pourraient être scellées pour trouver des alternatives à ces sanctions financières. On a bien retenu? Absolument. Eh bien, merci beaucoup Thibaut pour cette chronique éco. Il est 8h51.